Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines 10e année. Ici, on parle de la société romaine, l'organisation de la société romaine. Premièrement, on va parler de la société romaine, la famille, les esclaves. Donc, dans la société romaine est très hiérarchisée au sein de la famille comme dans la vie publique. Donc, c'est très comme, c'est le père qui est plus celui-là qui domine. Après ça, la femme va être importante aussi dans la famille. Après ça, c'est les fils et les filles avec les serviteurs après. C'est très hiérarchisé comme ça. L'importance est très définie entre les différentes personnes. Le père exerce une entière autorité sur sa femme et ses enfants. Et dans la cité, on distingue plusieurs catégories de personnes. Il y a les hommes libres d'un côté et les esclaves de l'autre. Les citoyens. Il paraît bien comme citoyen. Les citoyens sont au centre de la vie publique. Ils ont le droit de voter, d'être élus, de se marier, mais par contre, ils doivent servir dans l'armée pour être citoyens. Au début, il faut être né d'un père citoyen romain, mais ça a changé par la suite. En 49 avant Jésus-Christ, tous les hommes libres qui habitent l'Italie deviennent citoyens. Donc, même les personnes, peu importe, tu arrives de l'extérieur et tu veux faire partie de la société romaine, tu es automatiquement un citoyen romain. Donc, sous l'Empire, de nombreux hommes libres, originaires des provinces conquises, gagnent la citoyenneté romaine. Et il n'y avait pas de cérémonie, il n'y avait pas rien. Ils devenaient citoyens romains. C'était même pas une question. Si tu étais libre, pas trop. Une femme, par contre, même si elle est libre, ne peut jamais être citoyen. Donc, c'est encore une fois seulement les hommes qui peuvent être citoyens. Il existe des inégalités parmi les citoyens. Même dans les citoyens, c'est très, comme je disais, c'est très hiérarchisé et il y a certaines personnes qui ont certains droits. Au début, seuls ceux qui ont des origines illustres, ça veut dire ceux qui viennent de familles bien connues, ont du pouvoir politique. Les patriciens, c'est comme ça qu'on les appelait. Peu à peu, la différence se fait plus en fonction de la naissance, mais en fonction de la richesse. Donc, pour eux autres, peu importe où est-ce que tu étais né, ça devenait de moins en moins important. Mais qu'est-ce qui devenait important, c'est comment riche est-ce que tu étais. Ça, c'était très important. Donc, ceux qui sont pauvres sont des clients, c'est comme ça qu'on les appelait, les clients des autres. Ils reçoivent de l'argent, de la nourriture contre les services et le soutien politique à leur patron. Donc, comme tu vois ici, c'est vraiment une bonne façon de voir. Okay? Donc, si tu es un esclave, tu n'es pas libre puis tu n'es pas citoyen. Si tu es une femme ou des provinciaux qui sont affranchis, donc affranchis, ça veut dire, et on va voir ça un peu plus tard, ça veut juste dire qu'ils sont des anciens esclaves, tu es libre, mais tu ne seras jamais citoyen. Maintenant, tu peux avoir le reste, les gens du peuple. Ça, c'est définitivement libre et citoyen romain. L'élite, donc les sénateurs, les magistrats, les hommes d'affaires, eux autres aussi, et bien entendu, l'empereur. Donc, cette section ici, c'est libre et citoyen romain. Ici, c'est libre,
mais pas citoyen. Et ici, tu n'es pas libre et tu n'es pas citoyen. Maintenant, dans la famille, comment est-ce que ça se traduit dans la famille? Au début, le père de la famille a le droit de vie et de mort sur ses fils, quel que soit leur âge. Donc, si un fils, pour une raison ou pour une autre, déshonorait son père, le père avait le droit de le tuer sans qu'il y ait de problème. Aucune conséquence. Graduellement, quand ces pratiques-là disparaissent, le père garde quand même le droit d'abandonner son nouveau-né dans les dépotoirs publics. Dépotoirs publics, dump. So, même si le père avait plus le droit de tuer son fils, vraiment, comme il n'y avait plus vraiment de raison de tuer son fils après ça, le père garde quand même le droit d'abandonner le bébé dans les dépotoirs publics. Le bébé va mourir de froid ou de faim si personne le recueille, si personne le prend. Ce sont surtout des filles et les enfants d'union illégitime qui connaissent ce sort terrible. Donc, le père, quand il voit qu'il pourrait avoir une fille, dans certains cas, pas toujours, c'était pas quelque chose qui se faisait de façon systématique à chaque fois que c'était une fille, mais souvent, il avait le droit et il prenait le droit d'abandonner le nouveau-né dans les dépotoirs publics. Ou encore, si un enfant venait d'une union illégitime, par exemple, le père de famille qui avait plusieurs esclaves dans la famille, qui étaient inclus là pour faire le travail. Le père de famille, s'il avait un enfant avec une esclave, il avait le droit, et généralement ça, il le faisait parce que ça aurait pu causer d'autres problèmes, d'abandonner l'enfant, le nouveau-né, dans les dépotoirs publics. Okay? Donc, c'est les filles ou les enfants d'union illégitime. La femme est considérée comme un éternel enfant. Donc, la femme est jamais considérée comme un adulte, peu importe l'âge. À son mariage, elle passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. Question révision. Quels sont les droits des citoyens? Il y en a 3. Et n'oublie pas, oui, c'est vrai, les questions révision, tu arrêtes la vidéo si tu veux et tu peux retourner pour voir les réponses. C'est toujours dans la vidéo, dans les slides avant les questions révision. Donc, quels sont les droits des citoyens? Comme je disais, il y en a 3. Quel est le devoir d'un citoyen? Qu'est-ce qu'il doit faire? En quelle année est-ce que tous les hommes libres d'Italie deviennent citoyens? Au début, qui a du pouvoir politique? Au début. Donne un exemple du pouvoir du père de famille et comment est considérée la femme dans la Rome antique. Maintenant, la mode. Les femmes aiment se maquiller. Certaines se font décolorer les cheveux pour qu'ils deviennent blonds. Ça, c'était quelque chose d'important. Les blondes étaient vraiment aimées dans ce temps-là. Et surtout, sous l'Empire, se font faire par leurs esclaves des coiffures très compliquées. Donc, tu vois, on a des dessins ici, il y a on voit des statues avec les cheveux qui sont faits avec des choses très compliquées. On a repris certaines choses qui sont relativement compliquées. Chez elle, elle porte une tunique
d'intérieur, comme ça ici, recouverte de la stola, qui est une longue tunique ceinturée. Donc, ils ont une tunique en dessous de ça ici. Et quand elles sortent, elles se drapent dans un manteau qu'on appelle la palla. Ici, c'est un jaune. Donc, elle a une tunique en dessous de ça. Elle a la stola, qui est ça ici. Excusez. Et quand elles sortent, elles mettent un manteau qu'on appelle la palla. Pour les hommes se font couper les cheveux courts et raser la barbe. C'est important. Les citoyens de Rome portent une tunique aussi, la même chose. C'est le même type de tunique que les femmes. Okay? Par-dessus, par contre, pour l'homme, il porte la toge, qui est une sorte de grand tissu de laine qu'il drape autour d'eux. Question révision. Qu'est-ce que la femme romaine aime? Deux choses. Nomme les 3 parties de vêtements de la femme. Nomme les 2 parties de vêtements de l'homme. Et pour les hommes, la mode demande qu'ils fassent quoi? 2 choses. Les esclaves. C'était un élément important à Rome, les esclaves. Les Romains considèrent les esclaves comme des objets. C'est aussi simple que ça. Si un d'eux s'enfuit, il peut être mis à mort ou marqué au fer rouge comme punition. Donc, on prenait un fer chauffé dans le feu jusqu'à ce que le fer devienne rouge et on pouvait le mettre sur la peau de la personne pour le marquer. Donc, et ça fait mal. Donc, tu voulais pas faire ça si tu t'enfuyais. Et ce sont surtout les prisonniers de guerre ou les enfants d'esclaves, ou tu te rappelles les enfants qui étaient mis dans les dépotoirs publics, souvent, ces enfants-là, parce qu'on savait que c'était des enfants d'esclaves. C'est eux qu'on va vendre sur les marchés. On vend les personnes comme tu peux vendre des carottes, des patates, un esclave. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça. Les esclaves, ils sont d'abord employés dans les mines et dans les grandes propriétés agricoles, donc pour travailler la ferme. Puis, sous l'Empire, ils deviennent plus chers parce que les conquêtes deviennent plus rares. Une fois que l'Empire a été établi, on ne pouvait plus vraiment faire de guerre à l'extérieur, donc il n'y avait plus vraiment de prisonniers de guerre. Donc, ça devient plus rare d'avoir des esclaves. Donc, les Romains vont confier des tâches un peu moins ingrates, un peu moins difficiles, comme par exemple pédagogue, un enseignant. OK? Et des fois, quand on reçoit notre chèque de paye, on se demande si ce n'est pas encore le fait, si on n'est pas encore des esclaves. But that's beside the point. Les gladiateurs sont souvent des esclaves. Un esclave romain qui a commencé une révolte contre l'oppression des Romains était Spartacus, sur l'île de Sicile. Donc, à un moment donné, tu vois, là, les esclaves ne sont pas vraiment bien traités. Et au début, ça allait plutôt bien, mais à un moment donné, il y a des esclaves qui vont se révolter et ils vont essayer de se battre contre les Romains. Un de ces esclaves-là qui est connu, okay, c'est Spartacus. Les affranchis. C'est quoi ça, les affranchis? Les affranchis, c'est un esclave qui peut devenir un homme libre. C'est ça, un affranchi. Donc, c'est un esclave qui, avec le temps,
peut devenir un homme libre. Comment est-ce qu'il peut devenir un homme libre? Il y a deux façons. Il peut acheter sa liberté grâce à ses économies. Donc, il peut ramasser des sous tranquillement et demander à son maître combien est-ce que je coûte? Je vais m'acheter. Okay? Donc, ça, c'est une chose qu'il pouvait faire. Ou encore, il pouvait être libéré par son maître en échange de ses bons services. Donc, quand l'esclave était vraiment bon, c'était une bonne personne et il aidait beaucoup le maître, souvent, et ça arrivait souvent, le maître lui donnait sa liberté. Donc, les Romains, les esclaves chez les Romains n'étaient pas vus comme, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît des esclaves en Amérique. C'était vraiment différent comme situation ici. Il y avait même des amitiés qui pouvaient se bâtir entre l'esclave et le maître. Donc, c'est pour ça que le maître pouvait même donner la liberté à l'esclave parce qu'il était vraiment bon. Donc, l'esclavage était différent de qu'est-ce qu'on peut penser. Souvent, après avoir été libre, l'esclave ou l'ancien esclave, l'affranchi, reste proche de son maître. Donc, il porte même le même nom et le prénom en plus de son nom d'esclave. Donc, la personne qui a un nom, c'est l'esclave, c'est le maître qui va donner le nom d'esclave à une personne. Et une fois que l'homme, l'esclave, devient un homme libre, donc est un affranchi, il va garder son nom d'esclave, mais en plus, il va prendre le nom et le prénom de son maître ou de son ancien maître. L'affranchi travaille pour son propre compte, donc pour lui-même, il a sa propre business, et il a des droits. Il peut même devenir riche et puissant. Il n'y a rien qui empêche un ancien esclave, un affranchi, de devenir très riche. Donc, question révision. Comment est-ce que les Romains considèrent les esclaves? Qui sont surtout les esclaves? Quel type de travail est-ce que les esclaves font? Il y en a 4. Qui, un esclave, le nom, a commencé une révolte contre les Romains? Comment un esclave peut être affranchi? 2 façons. Que veut dire le mot affranchi? Qu'est-ce que ça veut dire, affranchi? Et qu'est-ce qu'un esclave peut faire après avoir été affranchi? La politique sous la République. Bon, tu te rappelles dans le premier vidéo qu'on a fait, ou sur l'introduction de qui sont les Romains? On parle de 3 périodes. On parle de la royauté, de la République et de l'Empire. Bon, la royauté, on passe ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive sous la République? Les citoyens romains se réunissent dans les comices. Donc, c'est une assemblée de citoyens. C'est des assemblées du peuple. Les femmes et les enfants et les esclaves n'ont pas le droit de vote. Et c'est là où est-ce qu'on vote, les comices, OK? Et où on va élire les magistrats. Donc, comme tu vois ici, les gens, les hommes sont en train de voter. Tu vois la femme en arrière ici? Elle ne vote pas. L'enfant ne vote pas. L'esclave ne vote pas.
l'enfant ici ne vote pas. C'est seulement des hommes qui viennent et ils votent. Réunir dans les comices, c'est là où on vote. Et c'est là qu'on va élire les magistrats. Les magistrats, c'est eux autres qui vont faire les lois, qui vont s'occuper de beaucoup de choses. Je vais donner toutes les différentes tâches des magistrats bientôt. Donc, les magistrats ont différentes tâches, ont diverses tâches. Il y a toujours 2 consuls qui sont élus parmi les membres du Sénat. Donc, on va élire le Sénat, tout ça. Il y a 2 consuls. Qu'est-ce qu'ils font, les consuls? Ils dirigent l'ensemble des affaires publiques. Il y a aussi 2 censeurs, et les 2 censeurs ici dressent la liste des citoyens romains et peuvent exclure du Sénat ceux qui ont enfreint la loi. Donc, les censeurs regardent que les citoyens romains, donc tous les hommes de 18 ans, libres, ont jamais fait de problème avec la loi, donc ils n'ont pas été contre la loi. Et s'ils n'ont pas été contre la loi, ben, ils peuvent être élus au Sénat. Et s'ils ont fait quelque chose contre la loi, on va les exclure du Sénat. Ça, c'est les censeurs qui décident de ça. Et pour les édiles, eux, vont faire régner l'ordre et vont organiser les jeux publics. On va parler beaucoup des jeux publics un peu plus tard. Au Sénat, qu'est-ce que c'est le Sénat? Le Sénat, ça regroupe de 600 à 900 membres et se réunit le plus souvent dans la curie, sur le forum. Il est composé d'anciens magistrats élus à vie. Donc, ces personnes-là, c'est des anciens magistrats, ils étaient des magistrats et ils ont été élus à vie. Et pour la grande majorité d'eux autres, c'est tous des hommes riches. C'est eux qui vont préparer les lois, qui vont être votées par les citoyens dans les comices, et ils s'occupent des finances. Donc, ça, c'est les 2 jobs majeurs des sénateurs au Sénat. Ils jouent un rôle crucial, vraiment important dans l'organisation de la République. Donc, c'est vraiment comme le Sénat qui c'est vraiment eux autres qui vont faire les lois, vont s'occuper des finances. C'est eux autres qui s'occupent de la République. Il y a un autre petit groupe. Il y en a moins de ceux-là, mais ils sont importants aussi. Les tribuns de la plèbe, donc les tribuns du peuple. Les tribuns de la plèbe sont, dans la Rome antique, des magistrats élus pour une durée d'1 an par les comices. Ils ne sont pas vraiment, au sens politique, des magistrats classiques. Parce que ils relèvent du gouvernement exécutif de Rome, mais ils n'ont aucune souveraineté déléguée par leur vote. Donc, ils sont là plus pour donner des conseils, si tu veux, d'une certaine façon, pour aider à faire des lois qui vont être un peu mieux pour le peuple. Parce que leur rôle d'assistance et de défense des citoyens fait d'eux des instruments politiques fondamentaux dans le cadre de la défense des plus pauvres. Donc, le tribun de la plèbe, c'est pas vraiment des magistrats, mais ils sont là pour assister et défendre les citoyens qui sont plus pauvres. OK? Donc, c'est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Pour les personnes qui aiment mieux les graphiques,
ça va te donner une idée ici. Donc, les non-citoyens, comme tu vois, ne votent pas. Les citoyens ici, les hommes libres de Rome, vont former les assemblées de citoyens, les comices, et c'est là qu'on va voter les magistrats. Il va y avoir les tribuns de la plèbe. Dans les comices, on va avoir 2 censeurs, et ces censeurs-là, ces 2 censeurs-là vont vérifier et faire sûr que le Sénat va être fait avec des bonnes personnes. Et dans le Sénat, on a les 2 consuls. Okay? Donc, ça, c'est le graphique ou le schéma politique de la République de Rome. Question révision. Sous la République, comment s'appelle l'Assemblée du peuple? Qui n'a pas le droit de vote? Il y en a 3. Quelles sont les tâches des magistrats? Il y en a 4. Il y a combien de personnes dans le Sénat? À quoi sert le Sénat? De leurs choses qu'ils font. Qui sont les sénateurs à Rome? On les prend où, ces sénateurs-là? C'est qui? Et quel est le travail des tribuns de la plèbe? 2 jobs. Une des personnes qu'on connaît beaucoup de Rome, c'est mon ami Jules César. Mon petit Jules. Jules César est un fils d'une famille noble. Il devient magistrat très jeune et il devient consul à 41 ans, ce qui était un exploit extraordinaire. D'habitude, ils étaient beaucoup plus vieux que ça. En 52 avant Jésus-Christ, après une longue guerre, il va soumettre le chef gaulois Vercingétorix. Donc, il va le battre. Il va battre Vercingétorix. La Gaule est désormais une province romaine. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que les Gaulois étaient extrêmement forts au niveau militaire. Ils étaient des excellents combattants. Donc, le fait que César a pu faire ça était un exploit en lui-même. Donc, avec ça, César connaît la richesse et la gloire parce que le fait d'avoir gagné en Gaule lui donnait le plein pouvoir sur toutes les richesses qu'il pouvait avoir là et, bien entendu, toute la gloire d'avoir gagné sur une province qui était très difficile à gagner. Mais il ne s'arrête pas là. Son ambition est de prendre le pouvoir à Rome. Lui, il veut devenir empereur. Ce qu'il a réussi à faire, plus ou moins, il n'est jamais devenu vraiment empereur, mais il a pris le pouvoir à Rome en écrasant son ennemi politique, Pompée, et les sénateurs qui le soutiennent. Donc, Jules César et Pompée sont 2 sénateurs. Et, deux sénateurs, oui, mais 2 consuls. Okay? Et les 2 consuls, on essaye toujours d'avoir 2 personnes qui vont être capables de se contrer un à l'autre. Au cas où il y en a un qui voudrait prendre plus de pouvoir que l'autre. Et c'est ce que Jules César a fait. Il voulait prendre plus de pouvoir que son ennemi politique. Ils étaient amis au début, mais ils sont devenus ennemis politiques. Donc, il a été capable de prendre le pouvoir à Rome, pas longtemps, mais un peu, et Pompée, lui, n'a pas été capable. Les sénateurs ont peur. Les sénateurs ont vraiment peur de voir Jules César prendre le pouvoir. Donc,
qu'est-ce qu'on fait en 44 avant Jésus-Christ, alors qu'il est encore consul, il n'est jamais devenu empereur. César est assassiné en plein Sénat par des sénateurs conspirateurs. Donc, on a tué César au lieu de le laisser prendre la place d'un empereur. Par contre, son neveu, Octave, lui qui faisait partie des personnes qui a tué Jules César, réalisa son but de prendre le pouvoir et c'est lui qui devient le premier empereur des Romains. OK? Donc, Octave, on va en reparler un petit peu plus tard, qui est le neveu et le fils adoptif aussi de Jules César, a tué Jules César, pas tout seul, avec les autres sénateurs, pour empêcher César de prendre le pouvoir, et lui a pris le pouvoir à la place. Maintenant, on a parlé un peu de Pompée. Et Pompée, c'est lui. Pompée est lui aussi un grand chef militaire. Il est excellent. Comme César, il va de victoire en victoire. Mais c'est différent dans son cas parce qu'il va sur un beaucoup plus grand territoire que Jules César. Jules César fait juste qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme la France, mais qui était la Gaule. C'était un groupe qui était très difficile à battre. Alors que Pompée, lui, fait beaucoup de petites choses un peu partout. Comme il pacifie l'Espagne. Il y avait une révolte en Espagne. Il a été là. Il a pacifié ça. Il a maté la révolte des esclaves menée par Spartacus. Donc, c'est lui qui a arrêté Spartacus qui était en train de mener les esclaves à des révoltes. Donc, il a arrêté ça. Il a chassé les pirates. Il y avait les pirates qui étaient sur la mer Méditerranée et ils attaquaient les bateaux. Wow. Pompée a chassé les pirates et il a remporté beaucoup de victoires en Orient. Donc, lui a travaillé beaucoup plus du côté est de l'Empire, alors que Jules César a travaillé plus du côté est de l'Empire. Ouest, de l'Empire, alors que Pompée, c'était est. So, Pompée, est, Jules César, ouest. Comme général, il est à la tête d'une armée qui est fidèle et qui s'enrichissent au fil de ses victoires. Parce que la façon dont les Romains faisaient pour payer leurs militaires, c'est lorsqu'ils allaient attaquer un endroit, les richesses qu'ils pouvaient prendre de là étaient divisées entre les soldats. Donc, les soldats devenaient riches avec des généraux militaires qui gagnaient souvent dans les combats. Ça leur permettait d'avoir de l'argent en plus. Mais après avoir été alliés de César, donc ils étaient amis à un moment donné, il devient son plus grand ennemi parce qu'il a vu que César voulait prendre la place. Et en fait, la guerre entre les deux magistrats ou les deux consuls, ça met fin à la République. Donc, c'est cette guerre-là qui a fait que les personnes ont fini par voir que César voulait prendre la place et ils ont tué César, qui, à ce moment-là, ça a été la fin de la République et c'est là qu'on a commencé l'Empire. Donc, il y avait un empereur. Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'empereur? Ben, c'est simple. L'empereur a dans les mains tous les pouvoirs. Il dirige les armées. Il nomme les fonctionnaires.
il est le chef de la religion. C'est lui qui décide quelle religion est-ce que les personnes vont suivre. Il va nommer des fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement et c'est lui qui dirige l'armée. Il désigne les membres du Sénat. Il n'y a plus de vote maintenant. C'est lui qui décide qui est-ce qui va être dans le Sénat. Il se considère lui-même comme le premier membre du Sénat. Et comme c'est maintenant le Sénat qui vote des lois, l'empereur a tous les pouvoirs politiques. Donc, c'est redevenu comme les rois, comme un roi, mais on appelle ça un empereur parce qu'il fonctionne un peu différemment de ce que les rois pouvaient fonctionner. Mais ils ont les mêmes pouvoirs. Il peut porter la couronne de laurier. Okay, la couronne de laurier, c'est pour dire qu'il était le commandant suprême. Et la toge. Okay, et, by the way, le rouge était très cher. Tu devais être très riche pour te payer une toge rouge. Il y a aussi une garde personnelle qu'on appelle la garde prétorienne. Pour les personnes qui aiment Star Wars, c'est exactement le principe qu'ils ont pris. Ils ont pris exactement la même idée de l'Empire de Rome pour faire the Emperor, the all-ruling Emperor of Star Wars. Okay? Donc, c'est vraiment ils ont pris le même modèle pour Star Wars que qu'est-ce qu'il y avait pour Rome. Maintenant, Auguste, c'est qui celui-là? Bon, en fait, Octave, qui est le neveu et le fils adoptif de Jules César, tu te rappelles celui-là qui a tué Jules César, devient, pas tout seul, là, mais avec les autres, il devient le premier des empereurs romains en 27 avant Jésus-Christ. Et il a décidé de prendre le nom d'Auguste. Okay? Donc, il s'est donné un nom, Auguste. Et qu'est-ce que ça veut dire, Auguste? Ça veut dire vénérable. So, il maintient formellement les institutions de la République. Donc, il maintient la République, les mêmes façons de faire de la République, mais en fait, le pouvoir est entre ses mains seules. Donc, il y a juste l'empereur qui va décider de tout, même si les institutions sont quand même là. Ils deviennent like whatever. Et à sa mort, en 14 après Jésus-Christ, quand Auguste est mort, en 14 après Jésus-Christ, il est élevé au rang de véritable Dieu pour les Romains. C'était pas un mauvais empereur. Au contraire, les Romains l'aimaient beaucoup comme empereur. Et il a fait beaucoup de choses pour eux autres. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important au point où, pour les Romains, c'était comme un dieu. Il était comme un dieu pour eux autres. Et voici les questions révision. À quel âge Jules César est devenu consul? Quel a été son plus grand succès en 52 avant Jésus-Christ? Qui était l'ennemi politique de César? Qui a tué César? Fais attention ici, je l'ai dit plusieurs fois. Quels sont les accomplissements du chef militaire Pompée? Il y en a 4. Quels sont les pouvoirs de l'empereur pendant l'Empire? Il y en a 4. Comment s'appelle la garde personnelle de l'empereur? Qui est Octave? Que veut dire le mot Auguste pour les Romains?
et quand est-ce que Auguste est mort? Donc, c'était la partie ici sur la politique, la hiérarchie, la société romaine. Et je vais te dire, fais attention à toi et à la prochaine.